Bonjour, comme Sophie a dit, bienvenue pour notre troisième podcast présentation live sur Facebook. Puis oui, effectivement, on va parler de développement personnel et identitaire à travers les jeux de société. Je suis Elsa du blog Ludipsy et bienvenue à tous. Donc, peut-être pour commencer, ce qu'on va explorer, dans le fond, c'est, comme on a nommé, c'est le développement personnel. Puis souvent, le développement personnel, c'est un concept qui paraît très, très vague. Donc, on va essayer d'explorer ça un peu ensemble. Donc, je vais faire un magnifique partage de mon écran. Sophie, je partage l'écran à l'instant. Super. L'écran est partagé, tout ça, je vais tasser ça un petit peu. Ici. OK! Donc, développement personnel et identitaire, voici le titre. Dans le fond, pour commencer, on va présenter un aspect, on a changé un peu notre manière de structurer les choses parce que je m'emballais beaucoup dans le théorique, donc on va comme entrecouper ça de parties où on présente des jeux, puis on parle un peu plus sous forme de discussion. Mais on va quand même commencer par un peu de théorie. Quand on parle de développement personnel, je crois que c'est intéressant de vous présenter un peu ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Peut-être certaines personnes d'entre vous en ont entendu parler, peut-être pas. J'ai vu ça pour la première fois quand j'étais au bac en psycho du développement. Dans le domaine de l'éducation, je pense aussi, on le voit pas mal. Qu'est-ce que c'est que la pyramide de Maslow? Comme vous pouvez voir à l'écran, c'est une pyramide. Une pyramide d'échelons, disons, qui mène à éventuellement ce qu'on appelle l'accomplissement de soi. Donc, on va voir rapidement les différentes étapes, mais bien sûr, l'objectif, ce qu'on va explorer aujourd'hui, c'est vraiment plus l'accomplissement, l'actualisation de soi, le développement de soi. Tout d'abord, dans les principes de cette pyramide-là, deux principes, c'est que la satisfaction des besoins d'un niveau, disons par exemple les besoins du niveau 1, les besoins physiologiques, vont engendrer les besoins du niveau suivant. Donc, c'est vraiment sous forme d'escalade ou de désescalade. Deuxième principe, c'est qu'on ne peut pas agir sur ses motivations supérieures tant et si longtemps qu'on n'a pas répondu à ses besoins, ses motivations primaires. Donc, les deux principes reviennent à peu près au même. C'est sous forme d'escalade, puis on ne peut pas passer à l'étape supérieure tant en longtemps qu'on n'a pas une stabilité dans nos besoins de base. Donc, comme on voit dans la pyramide ici, on a nos besoins d'abord physiologiques. Les besoins physiologiques, c'est ce qu'on appelle également nos besoins fondamentaux. Fait que nos besoins qui nous permettent de survivre comme espèce humaine. Donc, manger, boire, se reproduire, dormir notamment. Et oui, dormir nous permet de survivre. Donc, une fois qu'on a répondu à ces besoins-là de base, besoins fondamentaux, on est capable de passer à l'étape supérieure, qui est les besoins de sécurité. Besoins de sécurité, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est notamment d'avoir une sécurité, un abri, un endroit où on peut dormir, par exemple. Une sécurité financière, une sécurité physique, dans le sens qu'on sent que physiquement, on est capable de se protéger. Mais ça peut être aussi une sécurité affective, donc des parents sécurisants puis affectueux, une sécurité psychologique ou une sécurité morale. Donc, sécurité morale, ça peut être de croire en le bien-être de l'humanité, par exemple. Que les gens sont fondamentalement bons, ça nous sécurise de marcher seul dans la rue le soir, par exemple. Une fois qu'on a nos besoins fondamentaux d'établis, de satisfaits, nos besoins de sécurité de satisfaits, on passe à la troisième étape, qui est les besoins d'appartenance. Appartenance, autant au niveau de l'amitié, donc appartenance sociale, créer un groupe social, être entouré de gens qui nous ressemblent, mais autant dans les relations de couple, par exemple, ou autant que aussi dans les groupes plus communautaires. Donc vraiment, les communautés LGBTQ+, les communautés de gamers, de jeux de société. Donc, il y a vraiment comme un sentiment d'appartenance qui se crée à travers ce processus. Donc, on ne peut
créer un sentiment d'appartenance tant qu'on ne se sent pas en sécurité dans notre vie, puis tant qu'on n'a pas nos besoins fondamentaux de combler. Inversement, on monte, on escalade comme ça quand nos besoins sont répondus. Par la suite, quatrième étape, le besoin d'estime. L'estime, c'est on repart de l'extérieur pour vraiment se recentrer vers l'intérieur. Donc, souvent, je dirais la majorité des gens, de ce que j'observe peut-être plus au niveau clinique, ont un peu plus de difficulté dans ces deux étapes-là. C'est là que c'est plus difficile à passer au travers pour arriver à la cinquième étape. Parce que le besoin d'appartenance, c'est vraiment au niveau social, tandis que le besoin d'estime, c'est au niveau identitaire, individuel. Donc, le besoin d'être pris en considération par les autres. Le besoin de reconnaissance d'autrui. Donc, ça part des autres vers soi. De se sentir gratifié, de se sentir valorisé, que ce soit au travail, dans nos relations sociales, interpersonnelles. Mais c'est aussi d'être capable de se respecter soi-même, d'écouter ses limites, d'être capable, on va tasser ça un peu, d'écouter ses limites, d'être capable de respecter ses forces et ses difficultés. Et c'est d'être aussi capable de développer une confiance en soi. Donc, je vous ai montré les 4 premières étapes. Besoin physiologique, sécurité, besoin d'appartenance et besoin d'estime de soi et d'estime ressentie par les autres. Volontairement, on ne va pas passer tout de suite à la cinquième étape qui est le besoin de s'accomplir parce qu'on va essayer avec Sophie justement de parler un peu plus des différentes phases de développement. Puis notamment, on va parler un peu avec vous. Puis si vous voulez nous écrire des commentaires puis participer à la discussion, ça serait super. On va essayer de parler un peu de comment nous, on est passé à travers ces différentes phases-là, notamment dans le contexte des jeux de société. Donc, on va quitter le partage d'écran. Est-ce que les gens m'entendent? Oui, là, les gens m'entendent techniquement. Parfait, parfait. Et là, de ton côté, Elsa, tu peux parler. Est-ce que vous m'entendez? Donc, s'il y a quelque chose avec le son, dites-nous-le en commentaire, comme ça on va pouvoir corriger le tout. Super. Parfait. Merci d'aviser. OK. Donc, Sophie, est-ce que tu veux que je commence ou tu commences? Je pense que tu avais un beau partage à nous faire sur ton expérience avec les jeux de société. Oui, ben, je peux commencer. Dans le fond, par rapport à la pyramide, je trouvais ça intéressant de voir ça avec Elsa parce que justement, elle parlait là, de comment est-ce que les jeux de société peuvent nous aider à nous développer partout à ce niveau-là. Donc, dans le fond, ce que je lui partageais, c'est qu'en rentrant dans les jeux de société, c'est là que vraiment j'ai vraiment compris un peu le sentiment d'appartenance que je voyais pas beaucoup au début parce que j'ai commencé à jouer avec mon copain, des amis, tout ça. Donc, c'était juste une activité qu'on faisait comme ça. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à aller dans les cafés ludiques, j'ai commencé à rencontrer des gens, commencé à vraiment fréquenter plein de personnes pour jouer à des jeux de société. Puis vraiment là, j'ai développé un sentiment d'appartenance. À travers tout ça, ben, j'ai vraiment pu passer là, par toutes les échelles pour me rendre justement à l'accomplissement de moi. Et justement, au fil des années puis de l'expérience de vouloir développer une chaîne. Donc, Mixdeal s'est développé en 2018 pour une première fois. Puis c'est ça, dans le fond, en 2018, j'ai commencé à faire ça avec une de mes amies. Puis c'était un projet qu'on avait commencé ensemble, puis c'était vraiment le fun de faire ça à deux. Puis éventuellement, ben, la vie prend son cours, puis on n'a pas tout le temps, assez de temps pour pouvoir investir dans certains projets. Donc ça n'a pas bien fonctionné au niveau de mon amie. Puis à ce moment-là, comme Elsa elle disait que dans la pyramide de Maslow, on peut régresser, ben ça l'a fait régresser un peu sur ma confiance en moi de est-ce que j'étais capable de pouvoir mener le projet à terme par moi-même? Est-ce que j'étais capable de faire des vidéos qui étaient assez intéressantes par moi-même, tout ça? Donc, ce qui a fait en sorte que justement, Mixdeal a un petit peu eu un moment de pause en 2018 et 2020. Et là, on est de retour. Donc, c'était un peu ma progression dans le monde des jeux de société.
Effectivement, c'est vraiment intéressant parce que tu l'as nommé, puis j'ai oublié de peut-être mettre un peu l'accent là-dessus, mais dans la pyramide, oui, ça monte, bien sûr, mais il peut y avoir des moments où ce qu'on appelle qu'il y a une régression. On l'observe plus de manière marquante chez les enfants, par exemple. Donc, un enfant de 5 ans qui est déjà propre, qui est capable de manger tout seul, bon, etc., et qui, tout d'un coup, va vivre un événement traumatique, puis il va régresser dans la prise en charge de ses besoins. Donc, c'est un enfant qui va recommencer à plus être capable de dormir tout seul, puis qui va recommencer à faire pipi dans ses vêtements, par exemple. Bon, là, c'est qu'il y a une régression dans les besoins. Chez un adulte, généralement, ça ne va pas jusque-là. Mais on peut vivre des événements difficiles qui vont faire en sorte qu'on va régresser, mais on est capable de remonter par la suite. Donc, un peu comme tu l'as super bien expliqué, Sophie. Puis de mon côté, si je peux faire aussi un partage dans ce qui m'a un peu amené, en fait, dans l'univers des jeux de société, c'est que j'avais un blocage, on va le nommer comme ça, dans la troisième partie de la pyramide de Maslow. Puis même, je pourrais dire, c'est comme retomber un peu à l'étape 1. Quand j'ai déménagé à Gatineau pour le doctorat, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'habite en Montérégie et j'ai quitté pour aller à Gatineau comme ça. J'avais pas nécessairement d'amis sur place, je savais pas trop au départ où j'allais rester. Donc très rapidement, je suis retombée un peu à cette étape de survie. Dans ce sens que je pense que c'est un peu ça qui se passe quand on aménage dans un nouvel endroit, parce qu'on connaît personne, on connaît pas nos points de repère, c'est où l'épicerie la plus proche, c'est où est-ce qu'on peut aller pour socialiser, etc. Puis, mine de rien, à Gatineau, c'est quand même une culture un peu différente de Montréal. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis retombée à l'étape 1, de retrouver des endroits comme, OK, où est-ce que je vais faire mon épicerie? Je suis retombée un peu aussi à l'étape de sécurité, me recréer un endroit sécuritaire dans l'endroit où je vivais. Ma première année à Gatineau, l'endroit où je vivais était c'est une mauvaise expérience. Donc, mon niveau sécuritaire était très, très instable. Donc, juste de passer à l'étape supérieure, qui était le sentiment d'appartenance, puis de créer des relations sociales, ça a été vraiment difficile parce que déjà à l'étape de sécurité, j'étais déjà en stress constant. Donc, passer à l'étape de sentiment d'appartenance, ça a pris un bon 2 ans avant que je sois capable. Puis, c'est vraiment à travers les jeux de société que j'ai recommencé à vraiment venir socialiser puis à créer ce sentiment-là d'appartenance qui m'a aidé par la suite à passer à l'étape suivante qui est de reconstruire mon estime de moi, ma confiance en moi à travers les communautés de joueurs puis de jeux de société. Donc, je suis passée aussi à travers ces étapes-là. À Montréal, j'ai créé comme tout je dirais au moins les 4 premières étapes. Puis quand je suis allée à Gatineau, j'ai dû comme reconstruire ça. Donc, tu sais, quand je le mets tout à l'heure, comme Sophie a dit, on peut rétrograder, puis on peut se reconstruire, ben c'est possible dans différentes situations. Donc, c'est ça mon partage de mon côté. Ça peut être intéressant de votre côté, bon, peut-être en quelques mots, si vous avez aussi vécu des expériences similaires, ou est-ce que vous sentez que ça vous est arrivé de peut-être descendre d'un step ou de monter d'un step à travers les jeux de société, par exemple, vous pouvez nous partager. Parfait. Donc, je dirais de peut-être passer, si Sophie, t'es d'accord, puis ou tu n'as rien d'autre à ajouter, passer à l'autre petit aspect théorique. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Je te remets ça. Super. Je vais repartager l'écran. Tu me le dis quand c'est good. Oui. Ben, ton écran est en ligne, sauf que là, elle est pas en plein écran ta présentation, par contre. Merci de m'aviser. Ça j'oublie parfois. Et voilà. OK. Donc, je parlais de la pyramide de Maslow. Je parlais des 4 premières étapes du développement de soi, la satisfaction de ses besoins notamment. En lien avec ça, je pensais que ça pourrait être intéressant de vous présenter les 3 savoirs. Pourquoi? Parce que c'est des choses parfois qu'on ne prend pas nécessairement conscience, puis que pour passer d'une étape à l'autre, surtout dans l'étape 3-4, il y a une prise de connaissance de soi qui doit se faire, puis une prise de connaissance de soi
dans un contexte social. Donc, comment est-ce qu'on se définit comme personne? C'est ça qui va nous amener à l'accomplissement, l'actualisation, puis le développement identitaire. Donc, ce que j'utilise beaucoup avec mes clients, c'est l'approche des 3 savoirs, parce que souvent, on va dire « Ah, je suis ci ou je suis ça ». Mais c'est beaucoup plus complexe que seulement une vision dichotomique des choses, blanc ou noir. On veut être vraiment dans la multitude de couleurs entre le blanc et le noir. Et ces couleurs-là, ben, c'est le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir, ben, qu'est-ce que c'est? C'est nos connaissances. Les connaissances qu'on a acquises par le connaissance par l'expérience, donc les connaissances plus théoriques, ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend de manière autodidacte, ce qu'on apprend dans les livres, dans les présentations live sur Facebook. Et le savoir, c'est aussi nos connaissances par expérience. Par exemple, j'ai expérimenté que si je mets ma main sur le feu du four, c'est chaud. Donc, je sais que feu, le foyer, le four, égale danger, égale brûlure. Bon, c'est une connaissance par expérience. Ou, par exemple, d'apprendre par l'essai-erreur. Et voilà. Donc, le savoir, c'est quand on peut dire « je connais ». Je connais les mathématiques. Je connais le fonctionnement du cerveau. Je connais comment faire de la limonade. Et voilà. Deuxième étape, en fait, deuxième savoir, le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est vraiment ce qu'on appelle nos compétences pratiques, manuelles, techniques. Donc, on commence par expérimenter des choses. Après ça, on développe une maîtrise technique d'un domaine ou d'une activité. Et après ça, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est intégrer notre savoir pour le mettre en pratique dans le savoir-faire. Donc, c'est un mélange. Il faut un peu de savoir, généralement, pour faire du savoir-faire. Donc, par exemple, apprendre à jouer au soccer. On peut observer quelqu'un qui joue au soccer, puis après ça, le reproduire. Ou on peut commencer avec un ballon, un peu comme un enfant. T'sais, il expérimente des choses, c'est tout croche, il continue, jusqu'à temps qu'il développe une maîtrise de cette technique-là. Dans le savoir-faire, ça peut être, je suis capable de cuisiner un curry. Je suis capable de construire une mangeoire à oiseaux. Puis d'autres trucs peut-être un peu plus pertinents, par exemple. Donc, c'est quand on peut dire « je sais », c'est pas « je sais », c'est « je suis capable de faire quelque chose » ou « je sais faire quelque chose ». Donc, il manque un petit mot, mais « je sais faire quelque chose ». Par la suite, le savoir-être. Le savoir-être, c'est nos habiletés personnelles et interpersonnelles. Donc, c'est ce qu'on appelle nos caractéristiques individuelles, notre attitude, notre tempérament, nos valeurs. Donc, c'est nos qualités personnelles et comportementales, mais pas dans le sens juste qualité, on exclut nos défauts et autres, mais c'est plutôt vraiment notre attitude et nos valeurs. Ça s'écrit bien comme ça. Donc, on ne le voit pas ici, parce que ça cache, mais c'est quand on va être capable de dire « je suis ». Je suis une personne drôle. Je suis une personne empathique. Je suis une personne désorganisée, par exemple. Donc, ces trois-là, le savoir, nos connaissances, le savoir-faire, nos compétences pratiques, et le savoir-être, nos habiletés, nos valeurs, c'est ce qui nous définit comme personne. C'est ce qui crée notre identité, c'est ce qui crée notre individualité. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que certaines personnes ont plus d'habileté dans le savoir, un peu moins dans le savoir-faire. D'autres, leur grande force, c'est le savoir-être, un peu moins dans le savoir. Puis, il y en a qui sont un peu plus équilibrés dans les trois. Donc, il n'y a pas de mauvaise personne, puis il n'y a pas de personne incompétente. On est juste différents dans notre savoir, notre savoir-faire et notre savoir-être. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant à travers ça, puis que je voulais vous présenter, c'est comment est-ce qu'on peut développer nos savoirs à travers les jeux de société. Donc, en ce sens, j'ai pris un petit moment pour réfléchir et essayer de trouver des jeux. Puis là, ça serait vraiment intéressant que vous en nommiez aussi. Puis Sophie, on va en discuter après. Mais des jeux vite comme ça qui m'ont, dans certains, qui permettent de développer cette habileté-là. Soit quand on se dit, voyons, il me semble que je manque de connaissances, puis à travers un jeu de société, je vais augmenter mes connaissances. Ou parfois, on est déjà bon
dans quelque chose. Exemple, je suis déjà bonne dans les connaissances, mais j'aimerais ça trouver un jeu qui me représente puis dans lequel je me sens compétent. Donc, dans les jeux de savoir, parce que dernièrement, j'ai fait un podcast avec un ami, avec Jean Massu, sur les wargames. Puis, plus qu'il me parlait des wargames, plus que je me suis rendu compte que c'est des jeux au niveau des connaissances et du savoir qui sont très enrichissants. Puis, un jeu qui m'a beaucoup parlé, que je n'ai pas essayé, c'est Sekigahara, qui est justement un wargame historique plus sur l'unification du Japon, comme vous pouvez voir. Donc, ici, vraiment, à travers les jeux style Wargame, il y a un niveau de développement des connaissances historiques, les connaissances tactiques, qui est vraiment, qui s'acquiert au fur et à mesure du jeu. Et souvent, dans les jeux de Wargame, de ce que Jean me disait, il y a un aspect... il y a un guide historique. Donc, tu peux lire et suivre l'histoire puis en apprendre à travers le jeu. Donc, c'est un style de jeu, je pense que vraiment pour le développement du savoir, un savoir très historique, stratégique, tactique, c'est un genre de jeu qui peut être vraiment intéressant si vous voulez développer votre savoir sur les grandes guerres de ce monde. Mais pas juste les guerres, parce que le contexte de guerre nous permet aussi beaucoup d'apprendre sur l'aspect culturel, puis l'aspect aussi très humain. Dans ce sens qu'il y a toujours une raison pour une guerre, puis il y a toujours un processus. Puis quand on en apprend plus sur ce processus-là, on voit aussi comment les sociétés se sont développées, les erreurs, les mauvais coups et les bons coups. Puis ça nous permet d'en apprendre beaucoup plus aussi sur soi, puis sur ses propres valeurs. Donc je pense que c'est un style de jeu qui peut être très intéressant au niveau du savoir. Sophie, si jamais il y a des gens qui écrivent des commentaires, tu peux me le dire. Je vois rien. Pour l'instant, ça va. OK. Super. Deuxième style dans les jeux de savoir, donc de connaissances, évidemment, il y a les jeux de style éducatif. Donc, un premier jeu qui m'est venu en tête, c'est Timeline, que j'ai joué la première fois avec mon petit frère. Puis je me suis rendu compte que je n'étais vraiment pas bonne. Je pense que c'est Timeline des inventions. Puis là, il faut mettre, dans le fond, les jeux en ordre chronologique. Les inventions en ordre chronologique. Puis, il y a des aspects plus historiques, comme Timeline sur le Québec. Puis, il y a plein de sortes de Timeline. Donc, vraiment pour tous les goûts. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est d'arriver à, que tu réussisses ou pas à le mettre en ordre chronologique, ben, tu apprends beaucoup à travers ce jeu. Ouais. Donc, c'est pas un jeu où ce qui est important est vraiment de gagner. Je pense que qu'est-ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est d'apprendre sous forme ludique. Mm-hmm. Un autre jeu j'ai mis dans le savoir, c'est un peu plus détourné, je dirais, Mots Rapido. Pourquoi j'ai mis Mots Rapido? Parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer quand je fais l'intervention clinique avec des jeunes. Ça leur permet d'apprendre des mots mine de rien, là, de manière un peu détournée. Dans le fond, il faut comme tourner une carte selon la couleur de la carte et la lettre qu'il y a dessus. Il faut, exemple, sur l'image, on voit une fleur, on voit que c'est orange. En orange, c'est un R. Fait qu'il faudrait comme nommer une plante ou une fleur qui commence par R. Fait que là, ça permet de comme réfléchir, retourner dans son bagage de connaissances, soit qu'on l'a, soit on n'a pas. Puis quand l'autre personne répond, oh, ça nous rajoute une connaissance de plus dans notre bagage. Mm-hmm. Sophie, une fleur et une plante commencent par R. Seigneur. Rose! Une rose. Et voilà! Ouais. Yay! Et voilà. Donc, on a été dans notre bagage de savoir. J'aurais pu rien trouver. Sophie aurait dit rose, puis j'aurais fait ah, eh bien oui, hein. Et voilà. Une connaissance de plus. Alors, c'est pour ça que j'ai mis, puis c'est super... Mots Rapido, c'est très rapide à jouer, puis juste comme ça, j'ai déjà joué ça juste pour le plaisir, là, j'ai tourné, puis mon but c'était de toutes les avoir, fait que c'est le fun aussi au niveau du challenge individuel. Un autre petit jeu que j'ai mis, puis là, je vois pas à l'écran si vous le voyez. Oui. Ah non, vous n'allez pas le voir en fait. Oui, c'est vrai. Oui, on te voit aussi. Tu es là. Et voilà. Donc, j'ai mis le petit logo ici, la compagnie, l'entreprise québécoise et familiale Jeux Phase 4. Puis, dans le fond, le jeu Sous le bord de la 20, qui est vraiment intéressant
pour ceux qui viennent de la Rive-Sud, c'est vraiment comique. C'est pour l'autoroute 20, dans le fond. Puis c'est plein de questions de connaissances sur toutes les villes, puis les bâtiments ou les lieux sur le bord de la 20. Puis là, dans le fond, en équipe, ou on peut même jouer seul aussi, se poser soi-même les questions, c'est de Pas en répondre à conduisant, par ces... exemple, s'il vous plaît. Pas en conduisant, non, non. Mais quand tu es à l'arrière puis que tu tournes les pouces, tu peux jouer à ça puis tu développes tes connaissances sur ce que tu as autour de toi au final sur le bord de la 20. Enfin, dans un peu plus les classiques, Trivia Poursuite, Cranium. J'ai mis Cranium parce qu'il y a un petit côté un peu, je trouve que tu apprends un peu. Là. Moi, j'apprends des fois, c'est des noms de chanteurs que je connaissais pas, puis des choses un peu plus éducatives. Mais tu sais, bon, ça, c'est les petits classiques que moi, Trivia Poursuite, j'ai pas tant joué, là, je dirais, mais Cranium, c'est un jeu que je jouais beaucoup avec ma famille quand j'étais plus jeune. C'est Je un des tripais ce classiques de Cranium. notre jeunesse, Cranium. Oui, la pâte à modeler qui séchait, Ah puis... oui! Il n'y a plus fait un que... jeu de cranium que sa pâte à modeler originale. Ça se peut pas, ça n'existe pas. Dans les jeux de Non, savoir, exactement. Oui. je trouvais ça intéressant de t'entendre parler parce que c'est une discussion que j'ai eue avec Stan, qui est un étudiant, ben, en Mhm. fait un finissant en DESS de design de jeux, dans le fond, à l'université. Lui, il a étudié pour le design de jeux de société, bref. Mais il me parlait de justement euh, la création de divers jeux, dont des jeux qu'on appelle des serious games, dans le fond, des jeux qui sont faits pour faire apprendre les gens. Donc, il y en a autant au niveau des applications Ouais, ouais. mobiles que des jeux. Puis, moi, de mon côté, ben, dernièrement, j'ai fait l'acquisition de quelques jeux de ce type. Donc, entre autres, parce que moi, je travaille dans le milieu de la santé animale, donc biologie, tout ça, j'aime beaucoup ça. Donc, j'ai fait l'acquisition de Cytosis, qui est un jeu où, Mhm. de placement d'ouvriers, gestion de ressources, où en fait, euh, on travaille dans une cellule. Notre but étant de créer des protéines, des enzymes et tout ça. Donc, c'est vraiment super intéressant parce que c'est biologiquement correct. Donc, toutes les actions qu'on fait, c'est vraiment des actions qui se passent dans la cellule. Donc, on joue, c'est le fun. Le jeu, il est bien fait pour un placement d'ouvrier. Pour vrai, c'est vraiment intéressant. Le challenge est là pour tout le monde, même les joueurs aguerris. Mais en même temps, tu apprends des notions de biologie. Dans le même type, en Mhm. fait, c'est un jeu que j'ai backé sur Kickstarter, que j'ai reçu, qui est Pathogenesis. Donc, c'est un jeu où là, c'est un deck building où on essaie de créer un virus le plus efficace possible pour détruire certains systèmes du corps. Encore une fois, c'est encore biologiquement correct sur comment est-ce que les virus sont créés, les bactéries, tout ça, comment tu peux les améliorer, comment est-ce qu'ils vont muter, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis dans ces styles-là, mais plus léger dans les jeux de savoir aussi, un jeu qui est vraiment intéressant et très populaire en ce moment, c'est TTMC pour tu te mets Mhm. combien. Puis dans le fond, là, on va tester ta connaissance générale, mais aussi ton jugement de ta connaissance générale, parce qu'on va te poser une question, mais on va te demander avant de te noter sur comment est-ce que tu vas être bon pour répondre à cette question-là. Mhm. Effectivement. Ça, j'avais hésité à le mettre parce que j'ai pas joué à ce jeu-là, donc je voulais pas, tu sais, comme dire, ah, c'est un jeu de savoir, puis finalement, c'est pas trop ça. Mais là, tu viens de me confirmer. C'est un jeu de savoir. C'est un jeu de savoir super. Bon, ben, merci de la complémentarité. Puis le jeu que tu parles sur l'aspect biologique, ça fait plusieurs fois, puis j'oublie à chaque fois le nom. Oui, Puis je veux le noter à chaque fois, mais tu me l'écriras parce que ça a l'air vraiment le fun. je vais J'aimerais ça t'écrire ça. essayer de jouer. Je vais Oui, t'écrire ça. Ah, merci. puis c'est vrai, un autre jeu dans ce style-là, c'est un peu moins drôle à jouer en ce moment, mais qui est un jeu aussi qui part d'une application mobile qui a été adaptée sur jeux de société, dans le fond, jeu de table. C'est Plague Inc. Donc, vous irez voir ça sur votre téléphone. C'est une application qui est gratuite et vous allez retrouver une petite similarité avec ce qui se passe en ce moment. En fait, on essaie de créer un virus. Ben, en fait, tu as plusieurs types. Là. Tu peux créer une bactérie, un virus, un champignon, name it, là. Et dans le fond, tu essaies de le créer et de le rendre le plus efficace possible pour détruire l'humanité. Et en même temps, de ce fait, euh, éviter qu'un remède soit créé pour ce virus-là. OK, quand même, quand même. Ah ouais, c'est de confronter la peur en devenant la peur. Oui, voilà.
Mais encore une fois, c'est biologiquement correct sur le fait de comment est-ce que tu fais évoluer ton virus, comment ça va attaquer les certains systèmes, tout ça. Donc, il y a des petites notions scientifiques dans tout ça. Cool. Vraiment intéressant. Fait que oui, c'est tout le genre de jeu que j'aimerais jouer. On jouera sur Tabletop Simulator. Et voilà. Euh, donc, on va continuer maintenant avec les jeux de savoir-faire. Puis là, j'ai remonté un peu dans mon enfance, là. Dans les jeux, j'ai marqué dextérité, là, mais plus comme de précision, puis de... Ouais, dextérité, on va le nommer comme ça, là. Savoir-faire, ça peut être plein de choses. C'est pas juste je suis capable de soulever tel poids, là. On peut aller dans la dextérité, dans la rapidité, dans l'observation. Qu'est-ce qui m'a aidé à comprendre le concept de savoir-faire, c'est dans le fond toutes les skills que tu peux cocher dans D&D. Fait que les savoir-faire, c'est à peu près ça. Es-tu capable de rider ton cheval? Es-tu capable de conduire? Es-tu capable de marcher? Es-tu capable de grimper? Bon, tout ça, c'est le savoir-faire. Ici, j'ai été de manière un peu plus simpliste. Ça. Jeu de dextérité, Mikado. Euh, pour ceux qui sont plus jeunes, je sais pas, Mikado, c'est les petits bâtons de couleur. Donc, je sais pas s'il y en a, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà joué. Moi, c'est un jeu de mon enfance. Ça. Vraiment le fun. Sophie? Non, j'ai jamais joué. Je suis vieille. Ben, Euh, pas tant que donc, ça, là. Je suis peut-être euh, inculte, c'est peut-être ça l'affaire. donc, Mikado, dans le fond, c'est que tu prenais tous tes bâtons, tu faisais juste les laisser tomber, puis tu devais, avec un autre bâton, arriver à comme tasser le bâton, puis à le prendre sans que les autres bâtons bougent. Fait que c'est vraiment un jeu de minutie, là, puis c'est vraiment comme tu tasses le bâton avec un bâton de couleur pour arriver à récupérer les bâtons, puis il y a différentes couleurs, puis il y a différents points selon les bâtons que tu récupères. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. C'est un jeu, t'apprends, je pense que c'est bien pour les enfants parce que t'apprends vraiment la dextérité puis la précision. Puis c'est un jeu de patience aussi, puis tu peux pas jouer rapidement. Donc, très bon jeu que je vous suggère, super simple. Ça se transporte très bien, la belle petite boîte. Dans le même style que moi, je n'ai pas essayé, mais que ça avait l'air bien populaire, que j'ai la misère à prononcer, mais c'est Kerplunk. Kaplank. Euh, Kerplunk. De ce que j'ai compris, encore une fois, c'est d'arriver à comme tasser des bâtons Oui. de couleur sans que les billes tombent. Oui, ça, je l'ai Donc, fait, ça. oui, mais c'est la version plus récente, je pense. Fait que je suis trop dans le classique. Et voilà. Dans les jeux de rapidité, ben, j'aurais pu mettre le jeu bataille là, avec les cartes, là, ce qu'il faut. Ou le jeu rapide, justement, avec les cartes. Mais j'étais avec un jeu de société, Magic Maze, que je trouvais que c'était vraiment intéressant. En plus d'avoir l'aspect coop, en plus d'avoir l'aspect où il n'y a pas de communication. Fait que tu dois maîtriser plein de skills en même temps. D'être capable de jouer rapidement, de collaborer sans communiquer, sans te frustrer. Puis c'est ça. Fait que c'est un très, très bon jeu. Je trouve ça très plaisant euh, en groupe. Puis dans les jeux au savoir-faire au niveau de l'observation, je trouvais qu'Unlock se mettait bien ici. Mhm. Pourquoi? Parce que ben, c'est un savoir-faire d'être capable d'observer aussi. C'est comme c'est un savoir-faire d'être dans l'écoute. L'observation, la déduction, l'analyse. Unlock, je trouvais, c'est un jeu que j'adore, là, c'est pour ça notamment. Mais à travers Unlock, au niveau des habiletés d'observation, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une belle courbe d'apprentissage. Parce qu'au départ, tu regardes, tu vois rien, puis là, oh, tu te rends compte qu'il peut y avoir des chiffres dans les couleurs. Ah, fait que là, tu regardes toutes les autres couleurs des cartes, puis là, tu découvres des nouvelles choses. Ou, ah, OK, ça se peut qu'il y ait des indices de cachés à l'envers, cachés dans les personnages. Ah, fait que là, tu commences à regarder ça, puis à repérer ça ailleurs, puis il y a comme, tu finis par apprendre, puis plus que tu joues, plus que tu développes une expertise, donc un savoir-faire. Donc, je trouvais que c'était vraiment un jeu intéressant dans le savoir-faire. Est-ce que j'ai une autre diapo? Non, OK. Donc, de ton côté, savoir-faire, est-ce qu'il y a des Oui. choses qui sont ressorties? De mon côté, c'est une bonne question. Savoir-faire, ben, les jeux que tu as nommés, c'est vraiment des super bons jeux. J'ai un jeu à la maison, je ne sais pas comment ça s'appelle, par exemple, peut-être dans les commentaires s'il y avait déjà joué. C'est un jeu avec, c'est sur une bascule en fait, puis là on veut rajouter des cubes. Chacun notre tour, il faut qu'on en rajoute. Le but, c'est d'éviter de faire Oui. basculer la bascule pour. C'est super le fun.
On joue assez avec les enfants ou même les adultes là, quand tu as du temps à perdre. Là. C'est pas Mhm. pire. Sinon, tu as nommé les unlock, mais il y a les exit qui existent dans la même catégorie que les unlock. Ouais. La seule chose, c'est qu'on détruit un peu le jeu en y jouant. Fait qu'après ça, ben, c'est ça, là, tu peux pas y rejouer. C'est peut-être juste Hmm. ça qui est plate. Mais c'est ça. Sinon, ouais. Donc, J'ai jamais joué à Exit, j'entends souvent mhm. parler. Puis le nom de jeu, je pense que c'est un jeu hyper connu, mais je me souviens plus. Puis c'est à lui de te nommer, là, mais tu sais, c'est ça, t'empiles des petits bâtons de bois, puis genre, Oui, sans que ça tombe, oui, comment ça s'appelle puis ce jeu-là? Tu joues. il faut que tu les enlèves aussi, puis Ah ah! Ouais, j'ai un blanc de mémoire, là, mais c'est un classique, là. Tout le monde connaît ça, là. ouais, ouais, j'essayais d'y penser tantôt, puis j'arrivais pas à le trouver. Puis c'est ça, là, Mhm. faut que tu les enlèves, puis ça finit toujours par faire plein de bruit, tu fais le saut, puis ça, t'en as partout, puis il y a tout le temps une personne qui accroche son verre d'eau, puis là, Puis aussi dans le développement de la motricité fine, en fait, le jeu Opération, c'est pas pire pour ça. Être capable d'aller oh oui, chercher les petits trucs dans les trous avec des pinces en métal, puis là, faut pas que tu accroches les rebords parce que sinon tu pognes un choc électrique. Ça oui, développe ah ouais. ça. C'est peut-être pas l'outil de training idéal pour devenir chirurgien, mais tu vas développer un petit peu quand même de précision. Ça peut toujours aider. Effectivement. Puis un petit dernier, parce que ça, tu viens de me faire rappeler, là, on est dans les classiques, là, c'est les jeux que moi je jouais quand j'étais jeune, puis je tripais. Il y Mhm. en a un, là, c'est que ton but, c'est d'attraper une souris. Puis Oui, tu montes, puis moi, quand j'étais jeune, je tripais parce que c'est un jeu effet Mousetrap. 3D. Et voilà. Alors, je tripais là-dessus quand j'étais jeune. Puis là, de voir la petite bille qui roule, puis que, oups, qui tombe, puis que là, elle fait tomber tel truc. Puis là, elle passe un petit saut, puis là, oups, elle Mhm. tombe. Puis C'est la section donc, nostalgie de la podcast. hmm, je suis vieille. Mais oui, c'est ça. Et là là, Donc, c'est c'était le drôle. savoir-faire Mhm. qui démontre que le savoir-faire, on l'acquiert dès la jeunesse, puis encore aujourd'hui, tu vois, on se développe. Finalement, les jeux de savoir-être. Jeux de savoir-être, comme j'ai nommé tout à l'heure, c'est qualité, les valeurs. Ben, bien sûr, j'ai mis les jeux collaboratifs. J'ai fait une petite différence entre collaboratif et travail d'équipe, dans ce sens qu'il y a des jeux collaboratifs où chaque personne, ben, le but commun est collaboratif, mais chaque personne euh, a son propre rôle. Puis il y a des jeux où est-ce que vraiment les décisions sont prises ensemble. Donc, jeu collaboratif, exemple Spirit Island, que j'ai adoré à cause de ses valeurs. J'aime le contexte du jeu, là, de, de tasser les envahisseurs. Euh, c'est un jeu. Ok. Ben, je l'ai mis là à cause du savoir-être, justement, parce que je trouve que les valeurs morales que tu développes à travers ce jeu, à cause du contexte, l'histoire du jeu est vraiment intéressante. Il y a l'aspect collaboratif, mais dans le fond, c'est que tu collabores avec d'autres personnes dans le corps d'un esprit de l'île pour vraiment comme tasser les envahisseurs puis protéger ton île. Fait que Donc, je toi, trouve que quand tu joues à ce jeu-là, t'aimes les valeurs morales, d'être un esprit qui effraie les gens pour pas qu'ils veuillent s'établir sur ton territoire. ben, en fait, c'est parce que tu sais, mon père est autochtone, puis c'est comme dans mes valeurs. Il y a comme mon petit côté culturel qui ressort dans ce jeu-là. Donc, oui, oui, oui. J'aime bien faire comme ousse les envahisseurs. Donc, c'est vraiment juste le feeling. Sinon, ben, un jeu que j'ai essayé, découvert dernièrement, avec notamment un board game presque parfait, puis Professeur Board Game, c'est The Crew. Donc, c'est un jeu vraiment le fun au niveau du savoir-être, parce que c'est un jeu collaboratif où est-ce qu'on doit vraiment s'entraider puis arriver à se comprendre pour gagner la partie. Dans le fond, le contexte un peu, c'est qu'on est dans l'espace, si je ne me trompe pas, je me trompe tout le temps de mot, un vaisseau. Puis on doit, ouais, le contexte historique est un peu étrange. C'est un jeu spatial. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est que chaque personne a des cartes dans ses mains, puis on doit arriver à comme gagner certaines cartes à certains moments, puis il y a différents niveaux de difficulté. Mais qu'est-ce qui est drôle puis intéressant de ce jeu-là, c'est qu'on ne peut pas vraiment communiquer entre nous. Donc, on doit faire gagner certaines personnes dans le jeu,
Mais on peut juste communiquer une information par tour. Puis l'information est très limitée. On peut dire, par exemple, est-ce que ma carte, c'est ma carte la plus haute, ma carte la plus basse, ou est-ce que c'est ma seule carte, exemple, de la couleur verte? Fait qu'on peut rien dire d'autre comme information. Donc là, on doit dire de quoi? Une information qui est très limitée, mais les autres personnes ont besoin de comprendre pour faire gagner l'équipe. Pourquoi je trouve que c'est un jeu qui est intéressant au niveau du savoir-être, c'est qu'à force de jouer, il y a comme une forme de communication non verbale qui s'établit à travers les joueurs. C'est les petits signes du regard, puis il y a aussi une très grande connaissance de l'autre, puis une empathie qui se développe. D'arriver à dire, OK, telle personne joue de telle manière, on apprend à connaître les autres joueurs, puis je sais que si cette personne-là dit telle chose, c'est pour signifier telle chose. Donc, il y a vraiment comme une complicité qui se crée. Puis à travers ça, les valeurs humaines et sociales sont vraiment intéressantes. C'est un très bon jeu social, mais vraiment au niveau des développements des habiletés interpersonnelles. Je vous invite à l'essayer. Sinon, Harry Potter Hogwarts Battle, j'ai oublié un S, donc Hogwarts Battle. Jeu collaboratif, savoir-être, pourquoi? Parce que chaque personne a un peu son personnage avec ses propres capacités. Puis ce que j'ai trouvé intéressant de ce jeu-là, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a différents personnages, que quand ils sont ensemble, vraiment, ils peuvent super bien collaborer ensemble, qu'il y a un très beau travail d'équipe qui se crée, mais il y a surtout une belle complicité. Puis parfois, tu vas même jouer ton jeu, pas pour toi, mais tu vas jouer ton jeu pour permettre à l'autre joueur de devenir plus fort puis de pouvoir lui-même jouer son jeu. Donc, tout ce qui est au niveau, encore une fois, de l'empathie, tout ce qui est au niveau du travail d'équipe, tout ce qui est au niveau de stratégie, mais de groupe, des belles habiletés au niveau du savoir-être. Dans les jeux de travail d'équipe, ici, travail d'équipe, comme j'ai dit, exemple Chronicle of Crime, les joueurs n'ont pas des personnages. Tu sais, c'est pas, je joue pas le monstre, le spirit numéro 1 puis le spirit numéro 2. T'es toi-même, dans le fond. Puis ton but, c'est avec l'autre personne de résoudre ici, exemple Chronicle of Crime, de résoudre l'énigme. Fait que t'es toi-même, mais tu dois collaborer avec tes propres connaissances, tes propres savoir-faire, tes propres savoir-être pour résoudre l'énigme. Donc ici, t'as pas d'habileté spéciale, t'as pas de magie, t'as pas de pouvoir, c'est juste toi-même dans tes propres forces et difficultés qui doivent travailler en équipe avec une ou plusieurs personnes pour résoudre un crime. Puis dans Détective, c'est la même chose. J'y ai joué justement avec Sophie, puis c'est vraiment nous-mêmes. On n'a pas de pouvoirs spéciaux ou rien. C'est nous, dans notre simple humanité, qu'on doit sortir nos compétences puis nos habiletés pour arriver à résoudre différentes énigmes. Vraiment intéressant et difficile. Oui, effectivement, on n'était peut-être pas les meilleurs à ce jeu-là. Non, malheureusement, mais c'était le fun. On essayait fort. Puis, on essayait fort. Un A+ pour l'effort. Et voilà. Et enfin, jeu de prise de décision. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette... J'aurais pu toutes mettre ça ensemble dans la même catégorie. Je les ai un petit peu séparés. Puis j'ai mis la photo de BattleCon. Pourquoi j'ai mis la photo de BattleCon? Dans savoir-être, comment bien écraser ton adversaire? Pourquoi j'ai mis BattleCon? C'est parce que à travers ce jeu-là, je me suis rendu compte que vu que c'est un jeu de combat, on pourrait dire comme il n'y a aucun savoir-être, ton but c'est juste de détruire l'autre. Non, au contraire, dans ce jeu-là de combat, puis pour les gamers qui jouent aux jeux vidéo de combat, vous pourrez peut-être comprendre aussi, dans un jeu de combat, il faut que tu analyses ton adversaire, puis il faut tellement que tu l'analyses, que tu en viens à très bien le comprendre, puis à développer une bonne compréhension, une bonne empathie, puis une compréhension stratégique, mais aussi tu développes une certaine complicité avec ton adversaire, ce qui fait en sorte que tu fais un très grand développement au niveau de ton savoir-être. C'est un jeu, mine de rien, très riche au niveau de la connaissance de l'autre et la connaissance de soi. Parce que à travers ce jeu-là, c'est du 1 contre 1. Donc, tu te concentres sur toi-même, sur l'autre, puis il y a une belle alchimie qui finit par se créer avec les gens contre qui tu te bats. Donc, je pense que c'est juste ça pour le savoir-être, oui. Fait que Sophie, je vais te laisser la parole. Oui.
Donc, en fait, pour les jeux savoir-être, ben écoute, t'es as pas mal nommé. Les jeux coopératifs, ça en fait partie parce que justement, c'est là que tu vas vraiment devoir aller travailler cette fibre-là de savoir-être, justement de comment est-ce que tu es capable de travailler en équipe avec les autres, collaborer, exploiter les forces et les faiblesses de tout le monde, inclure tout le monde, s'assurer que chacun prend part aux décisions, qu'il n'y a pas juste une personne qui le fait, qu'il n'y a pas une personne qui s'efface puis qui laisse tout le monde décider. Donc, c'est vraiment un super jeu pour un super type de jeu pour tous ces types-là. Donc, c'est pour ça que vraiment la plupart des jeux que Elsa a nommés sont collaboratifs. D'ailleurs, j'en profite pour plugger que vendredi prochain, ma podcast sera un top 5 des jeux, de nos Oui. jeux préférés coop et j'ai invité Elsa de Lady Psy et David Couteau, professeur Board Game, à se joindre à moi pour faire ce top 5-là. Donc, c'est tout. Mhm. Petite Ça va être phase de extrêmement pub. intéressant. Effectivement. Oui. OK. Donc, oui. Donc, c'est ça. Pour les jeux de plus de 6, savoir-être. Mhm. Donc, encore une fois, si vous en avez au niveau du savoir, savoir-être ou savoir-faire qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à écrire, puis on va voir comment là, en discuter et les rajouter sur notre liste. Mhm. Euh, Prochainement. Donc, si on passe à l'étape suivante, je nommais que l'étape numéro 5, c'est l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi, c'est quand on arrive à surmonter nos besoins fondamentaux. On est en sécurité, on a un chez-soi confortable. On a un groupe d'appartenance, on joue dans une communauté de jeux de société, on est heureux. On développe une bonne estime de soi, j'ai confiance dans mes habiletés, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en les autres. Bang, on est rendu à l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi, c'est au-delà de ça. C'est comment se servir de tout ce qu'on a acquis, donc de se servir de nos forces, de nos habiletés, nos compétences, notre savoir, pour, dans le fond, créer quelque chose, réaliser des choses, mettre en valeur son potentiel dans tous les domaines de sa vie. Tous les domaines, c'est-à-dire, c'est pas juste au niveau professionnel. On entend souvent parler de ça, mon accomplissement professionnel, mais ça peut être dans des choses comme dans les jeux de société, dans le sport, dans nos relations sociales. Donc, l'accomplissement de soi peut se faire dans plein de domaines de vie. Je mets ici des exemples. C'est le besoin d'étudier, d'en apprendre plus, développer ses connaissances, ses compétences pratiques, créer, inventer, faire des nouvelles choses, etc. Donc, j'ai mis en caractère gras parce que je trouvais que ça définissait bien, mais c'est le sentiment qu'une personne a de faire quelque chose de sa vie. Donc, un bon exemple, une bonne situation où on peut dire qu'on n'est pas encore dans l'accomplissement, c'est quand on cherche un sens à sa vie, puis qu'on se dit, il me semble que j'ai comme pas de but en ce moment. Puis, de se créer des buts, de se fixer des objectifs, puis quand on a les compétences, les connaissances, les habiletés pour les atteindre, ces objectifs-là, donc quand c'est des objectifs réalistes pour nous, puis qu'on arrive à cheminer vers ça. Donc, c'est pas nécessairement quand on est rendu qu'on a fini notre résultat, mais c'est quand on chemine vers un objectif qu'on est dans l'accomplissement de soi. L'important ici, c'est le processus d'auto-actualisation, d'actualisation, qui nous mène vers un but. Puis je mets l'accent là-dessus parce que s'accomplir, c'est pas réussir. S'accomplir, c'est vraiment le chemin, donc le pas qu'on fait vers ce qui est important pour nous, puis vers ce qu'on aime faire, qui nous apporte du bien-être. Donc, l'accomplissement de soi, c'est un peu ce qu'on veut tous atteindre. Puis parfois, on l'atteint au niveau professionnel, mais on ne l'a pas atteint au niveau interpersonnel. Parfois, on l'atteint au niveau social de couple. Puis parfois, on ne l'a pas atteint au niveau de nos études, par exemple. Mais ce qu'on vise, c'est quand même à essayer d'avoir un équilibre de vie le plus possible, puis de l'atteindre dans le plus de sphères possible. Donc, en lien avec l'accomplissement de soi, excusez-moi, il y a le contexte un peu plus des jeux de société. Je trouve intéressant de présenter ce qu'on appelle ici l'identité du joueur. L'identité du joueur, et là, c'est une observation que j'ai faite par moi-même, et c'est pas tant théorique ici, mais je trouve intéressant de le présenter. C'est que, ça part un peu de mes expériences personnelles, c'est que
en tant que joueur, on passe aussi à travers ces différentes phases de la pyramide de Maslow. Peut-être qu'on n'est pas dans les phases des besoins fondamentaux. On ne va pas s'empêcher de manger pour jouer, idéalement. Mais disons qu'une fois qu'on a atteint l'étape 1, 2, puis qu'on arrive à l'étape 3, donc le sentiment d'appartenance, qu'on on rejoint par exemple un groupe. Puis en fait, on va même remonter avant ça. L'étape 1, la base, c'est ce que tout le monde devrait avoir. L'étape 2, la sécurité, bien, ça demande de la nouveauté. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Donc, une fois qu'on est en sécurité, comme je nommais un peu tout à l'heure de mon côté, une fois que je suis arrivée à Gatineau, puis que j'avais un toit, il n'était pas terrible, mais j'avais un toit. Et là, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, de sécurité, une fois que j'ai senti cette sécurité-là, pour créer un sentiment d'appartenance. Créer un sentiment d'appartenance, qu'est-ce que ça m'a demandé? Bien, ça m'a demandé de faire une prise de connaissance. J'ai nommé ici du jeu, mais c'est une prise de connaissance des communautés, de où est-ce que je vais jouer, dans quel café je m'en vais. Puis après ça, on prend une connaissance du jeu. Donc, j'évoque mon savoir par rapport au jeu, aux communautés de joueurs. Après ça, j'expérimente des jeux. Je les essaye. À force d'expérimenter des jeux, ben, je développe une maîtrise de certains jeux. C'est ce qu'on appelle le savoir-faire. Je développe cette maîtrise-là. À travers le développement de ma maîtrise des jeux, une fois que j'ai compris comment jouer, bien, je suis capable de juste mettre l'aspect théorique de côté, puis là, passer une étape supérieure qui commençait à faire de l'introspection. Ça veut dire à me remettre en question puis à me questionner. OK, je connais comment jouer à ce jeu-là, mais est-ce que j'aime ça, ce jeu-là? Est-ce que c'est un jeu qui vient me chercher? Est-ce que c'est un jeu dans lequel je me vois continuer à jouer? Finalement, ben, j'aime pas tant les jeux de cartes, je vais aller plus vers les jeux de dés. Ou finalement, ben, j'aime pas tant les jeux coop, j'aime mieux, je suis rendue à vouloir un jeu compétitif. Donc, cette étape-là, introspection, intégration personnelle, les valeurs par rapport au jeu, c'est ce qu'on appelle le savoir-être. Et après, on est dans la répétition des comportements orientés vers ce qui est, mais ce qui est important pour soi, ce qui est l'actualisation. Donc, on développe un sentiment d'appartenance à travers le jeu, connaissance du jeu, maîtrise du jeu, introspection. Oh, là, on est rendu dans l'étape de l'estime de soi. Puis une fois que ça s'est mis en place, puis qu'on sait qu'est-ce qu'on aime, qu'on sait qu'est-ce qu'on vaut comme personne, bien là, on est capable de répéter, de reproduire, puis de s'orienter, donc d'avoir des objectifs et de s'orienter vers ce qui est important pour nous, puis vers ce qui va nous permettre de nous actualiser. Et ça ne veut pas dire que tout le monde est rendu à cette étape-là, mais c'est l'identité du joueur dans le contexte de jeu va être en lien avec le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, la pyramide de Maslow, les différentes étapes. Puis on va prendre un petit moment, Sophie et moi, pour discuter avec vous de comment on a intégré un peu ce concept-là, puis comment ça se représente de notre côté. Sophie, est-ce que tu veux commencer? Oui, je peux commencer. Donne-moi 2 petites secondes d'écart. Donc, et voilà. Donc, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran à l'écran? Attends une seconde. Parce qu'une fois que je je l'ai suis sur plein mon écran, cellulaire. une fois que je suis plein écran, malheureusement, je ne le vois plus. Elle a disparu. Mm-hmm. Attends un instant. Non. Oh. OK. Ça sera pas bien long, je vais régler. Ah, attends, oui, non, excuse. je le vois bien. Oui, il y a ton PowerPoint. Oui, tu as ton PowerPoint, je suis désolée. Il est là. Et voilà, donc en fait, c'est ça, je me suis dit, je vais mettre des images, ça va être plus sympathique. Donc en fait, Elsa m'a demandé de parler des jeux qui m'ont aidé à me développer comme joueur. Donc moi, ce que j'ai compris de cette question, c'est jeux qui m'ont introduit aux jeux de société modernes. Donc par où j'ai passé pour devenir justement quelqu'un qui possède une grande quantité de jeux de société, puis c'est ça, puis qui aime tellement ça qu'il veut en présenter à toutes les semaines à travers des vidéos et tout ça.
Donc, j'ai commencé avec les classiques un peu comme tout le monde. Donc, quand j'étais jeune, j'ai été introduit au Loup-garou de Tierce-Lieu. Donc, je me souviens quand j'ai Mhm. découvert ce jeu-là, j'étais vraiment comme waouh, c'est super spécial comme jeu. Déjà, le fait d'avoir une identité cachée, d'essayer de déduire qui était le loup-garou, tout ça, j'ai fait des parties par-dessus parties de loup-garou. Puis aussi, j'ai commencé à jouer à Catan quand j'étais adolescente, mais les jeux de société moderne, je les ai vraiment plus connus euh, après mon cégep, dans le fond. Mais pendant, puis à la fin de mon cégep, c'est là que j'ai découvert Pandémie. Donc, c'est Wow. ça va rester un de mes jeux préférés, je pense, à vie, parce que c'est un jeu que c'est ça, c'est un des jeux qui m'a introduit, là. C'est mon premier vrai jeu de société que j'ai été acheté au magasin, là, puis que c'est ça, j'ai ramené à la maison. Donc, Pandémie, je pense qu'il n'y a plus besoin de présentation, là. C'est un jeu coopératif où on essaie d'éradiquer 4 maladies avant qu'il y ait trop d'éclosions, puis que finalement on perd la partie. Donc, c'est super bon. C'est un jeu qui est évolutif aussi, donc on peut jouer autant en mode facile avec des si on n'a pas beaucoup d'expérience en jeu de société, donc c'est ce que je faisais moi au début. Et autant que quand on sent qu'on est rendu bon, ben le jeu a tout plein de façons qu'on peut le modifier pour nous prouver que non, effectivement, on n'est pas si hot que ça. Donc, Pandémie, c'est un de mes coups de cœur, puis c'est ça, c'est un des premiers jeux aussi qui m'a fait tomber en amour avec le monde des jeux. Donc, ensuite, il y a Small World. Donc, on a tous déjà joué à risque dans notre vie. Puis c'est ça. Certaines personnes, c'est un jeu qui est excellent. Pour d'autres personnes, un jeu qui s'étale sur autant de temps peut être un petit peu complexe à gérer dans une journée. Donc, c'est un des premiers jeux modernes auxquels j'ai été introduit par un ami aussi. Donc, c'est Small World. Je l'ai présenté aussi la semaine passée dans les jeux justement qui permettent de gérer un peu la peur de perte de contrôle, mais c'est un jeu de contrôle de territoire qui est très, très intéressant, super dynamique, super cute aussi. Là, c'est une production de Days of Wonder, donc déjà là, on ne se trompe pas dans les jeux. Donc dans Small World, le but étant de contrôler des territoires. On incarne une race avec un pouvoir. Les deux sont mixés ensemble aléatoirement. Donc, on essaie de se débrouiller avec cette race-là pour accumuler le plus de points selon les territoires qu'on va contrôler, mais aussi selon les particularités de notre race qui va nous dire, par exemple, si on contrôle des montagnes, on gagne plus de points à la fin du tour. Si on fait telle action, on gagne plus de points. Donc, en faisant ça, en fait, on essaie de se développer au maximum. Donc, c'est un super jeu, très dynamique et c'est Small World. Donc, si vous cherchiez un jeu pour passer à la prochaine étape, puis que vous étiez un fan de risque ou de jeu de contrôle de territoire, mais je vous le suggère. Après ça aussi, un autre jeu d'introduction que j'ai bien apprécié. Puis c'est bien important de le mentionner, je ne l'ai pas trop mentionné au début, c'est des jeux d'introduction. Donc ça, c'est les jeux qui m'ont introduit au monde des jeux de société. Si on regarde ma bibliothèque de jeux aujourd'hui, mes goûts ont beaucoup évolué. Puis les jeux auxquels je joue de façon régulière sont beaucoup plus complexes. Mais il faut comprendre que quand on commence notre collection de jeux de société, où on commence à apprendre à quelqu'un d'autre à jouer aux jeux de société, c'est très, très, très important d'y aller graduellement parce que, comme Elsa l'a mentionné, c'est dans le savoir que, dans le fond, on va se développer. Donc, tous les jeux, que ce soit les jeux de contrôle de territoire, que ce soit les jeux de bluff, que ce soit les jeux coopératifs, c'est des mécaniques de jeu particulières qu'il faut qu'on apprivoise. Puis, pour les apprivoiser, il faut y aller avec des jeux d'introduction. Si on commence à jouer puis qu'on y va avec Psych, Gloomhaven, name it, ben là, à ce moment-là, les gens apprécieront pas leur expérience. Donc, c'est pour ça que ces jeux-là que je vous montre en ce moment, c'est des jeux d'entrée de gamme dans le monde des jeux de société. Puis c'est vraiment par là que moi, je suis passée pour vraiment découvrir le hobby. Donc, Les Aventuriers du Rail, un autre jeu super le fun. Ça peut être un peu pris pour un contrôle de territoire, mais en fait, c'est un peu un hybride de plein de choses. Le but étant de créer des chemins de fer pour relier des villes. Donc, au début de la partie, on pige des cartes secrètes dans nos mains qui nous donnent un chemin entre deux villes. Et notre objectif, c'est de relier ce chemin-là d'ici la fin de la partie. Donc, on a, je pense, 3 objectifs au début de la partie. Si on les relie, on gagne
beaucoup de points. Si on ne réussit pas à les relier, par contre, on en perd beaucoup. Donc, dans le jeu, c'est d'essayer justement de faire ça, mais les autres essaient aussi de relier leur ville. Il y a certaines personnes qui, leur style de jeu dans ce jeu-là étant d'être plus agressif, de bloquer le chemin aux autres personnes. Donc, c'est d'essayer de faire le mieux qu'on peut durant la partie. Généralement, les gens qui jouent à Aventurier du Rail sont smooth, là, mais c'est ça. Donc, c'est un très bon jeu. Effectivement. Sinon, après ça, un autre jeu que j'ai découvert en même temps que tous ceux-là, c'est Saboteur. Ça a été mon premier jeu d'identité, pas d'identité cachée, mais semi-coopératif que j'ai connu, en fait. Parce que oui, il y avait Loup-garou, là, que justement, il y a une identité cachée. On essaie de trouver c'est qui le méchant. Dans Saboteur, on n'essaie pas tant de trouver c'est qui le méchant, mais c'est un aspect vraiment intéressant parce qu'on essaie de relier un chemin vers une pépite d'or. Donc, on est tous des nains dans une mine, puis notre but, c'est justement de se rendre à la pépite d'or. Il y a 3 cartes, et pour se rendre, il faut faire un chemin, je pense, long de 7 cartes vers une de ces cartes-là. Quand on se rend, on peut la revirer de base. Si c'est la pépite d'or, on est content parce qu'on a accompli notre objectif. L'affaire, c'est que c'est pas tous les nains qui ont le même objectif. Donc, dans Saboteur, il va y avoir justement des saboteurs, qu'eux autres, leur but, c'est d'empêcher qu'on se rende à la pépite d'or. Donc, quand ça va venir leur tour, ils vont soit mettre des chemins qui vont complètement nous bloquer, nous faire 50 000 détours pour nous rendre, soit briser notre équipement qui va nous rendre incapables de créer d'autres chemins avant de réparer notre équipement. Donc, c'est un jeu où, justement, c'est super intéressant. Ça t'aide à développer justement ce côté-là un peu plus stratégique, surtout quand tu es le saboteur, parce que là, tu t'apprends justement que si en début de partie, tu commences déjà à saboter la partie, les gens savent que tu es le saboteur, puis tu n'auras plus de chance de nuire vers la fin de la partie parce que tout le monde va t'en empêcher. Donc, tu développes tes stratégies, tout ça. Donc, ça a été un bon jeu d'introduction à cet univers-là. C'est encore un jeu que j'aime bien sortir là, en filler dans une soirée, là, quand on file plus relax que jouer à Twilight Imperium, mettons. Parce qu'il faut que je le mentionne à Quand chaque même. podcast. Donc, le prochain jeu, c'est Dead of Winter. Donc, j'ai fait l'acquisition de lui en même temps que Pandémie et Saboteur. Ça a vraiment été les 3 premiers jeux que je me suis achetés. J'ai dit, let's go for it. Le vendeur me dit, c'est un jeu qui ressemble à Walking Dead. C'est super bon. Dans ce temps-là, j'écoutais la série de façon religieuse. Je me suis dit, si ça ressemble à Walking Dead version jeu de société, ça peut pas être mauvais. Et ça a vraiment été là que j'ai découvert le défi des livres de règles qui font plus de 20 pages et qui ont beaucoup, beaucoup d'instructions. Donc, c'est ça, je me suis attaquée au jeu parce que moi, quand j'ai quelque chose de neuf, je veux l'essayer. Fait que j'ai eu Dead of Winter, j'ai ouvert la boîte, dépunché tout le kit. Dans ce temps-là, je savais pas trop que les vidéos règles existaient non plus. Donc, j'avais moi, mon livre de règles, je me suis attaquée à ça et j'ai réussi à, à comprendre le jeu après plusieurs moments à essayer de démystifier tout ce qu'ils voulaient dire dans leur livre de règles et à pouvoir T'as y jouer. survécu. J'ai survécu. Ça a vraiment été ma première expérience. Maintenant, les livres de règles de jeux auxquels je m'intéresse en ce moment sont 10 fois pires que celui-là, mais pour l'instant, dans ce temps-là, je me trouvais pas pire, là. C'était une bonne bouchée, là. Mettons que c'est pas un jeu d'introduction. C'est pas un jeu que je recommanderais pour commencer à jouer, mais si vous êtes motivé, écoutez, je l'ai fait. Vous pouvez le faire vous autres aussi. Donc, Death of Winter, c'est un jeu, encore une fois, semi-coopératif. Donc là, j'avais compris un peu plus le principe avec Saboteur parce qu'on s'entend que j'ai joué à Saboteur en premier. Là. Le livre de règles doit faire 2 pages et demie. Fait que j'ai choisi mes batailles pour commencer. Puis c'est ça. Donc, il y a encore une fois un peu cette impression-là de semi-coop, mais beaucoup plus développée que dans Saboteur. Donc, dans Dead of Winter, on incarne une colonie de survivants qui essaient justement de survivre à plusieurs événements qui vont arriver. Par exemple, manque de gaz pour le chauffage. Le jeu se passe en plein hiver. Donc là, on essaie de réchauffer notre colonie, tout ça. Plusieurs choses comme ça qui vont arriver ou manque de nourriture, un classique. Donc, notre but étant d'aller explorer les lieux en dehors de la colonie pour pouvoir ramener ce qu'on a besoin pour faire face à chacun des éléments. Donc, tout ça en essayant de rester en vie, en essayant de ne pas se faire envahir par les zombies, puis en essayant que la colonie au complet garde un bon moral, parce que si le moral est bas, on va perdre la partie. Donc là, ce qui est très drôle, c'est qu'à la fin du tour, quand on a fini de tout faire nos actions, faire nos choses, aller récupérer du matériel, ben c'est secret. Fait que les autres savent pas qu'est-ce qu'on a récupéré. Et là, au début de la partie, on a l'objectif, c'est sûr, de la colonie. Fait qu'on a décidé, c'est cet objectif-là qu'on va faire. Donc, on s'oriente vers là pendant toute la partie.
Par contre, on a aussi notre objectif personnel à nous qu'on a pigé, qui est secret et qui peut aller totalement à l'encontre de ce que les autres veulent, mais c'est notre objectif et ça outrepasse, dans le fond, l'objectif de la colonie. Donc, si moi, par exemple, mon but, c'est d'amasser le plus de gaz possible, ça se peut que j'ai pas envie de donner celui que j'ai pour aider à faire face à la crise. Donc là, tu arrives à la fin du tour où tout le monde décide de pitcher in, puis d'aller justement donner des cartes. Par exemple, si c'est le gaz que tu as besoin, d'aller donner des cartes de gaz pour dire, bon, on en a besoin de 10, par exemple, moi j'en ai 3, tiens, j'en donne. Puis on fait tout ça face cachée. Puis là, c'est tout le temps le moment un peu intense où là, tu essaies de déduire, OK, techniquement, on a assez de cartes. Est-ce que j'en mets quand même de plus au cas où qu'il y en ait qui ment puis qui ait mis n'importe quoi? Ou est-ce que je peux y faire confiance? Là, on révèle le paquet puis on voit si on a passé l'objectif ou pas. Et on voit si on est dans la merde ou non. Bref, c'est un jeu très immersif. Donc, ça a été aussi mon introduction au jeu plus d'immersion où vraiment tu rentres dans l'histoire. Et c'est ça, Dead of Winter. Donc ensuite, j'avais lu le livre de règles de Dead of Winter, je me sentais prête, je me suis dit, il n'y a plus rien qui est à mon épreuve. Et là, j'ai découvert Arkham Horror. Donc, j'avais aussi aimé le fait que le jeu, parce que justement, il était plus compliqué à apprendre, Dead of Winter, qui était beaucoup plus profond, parce qu'il y a beaucoup de règles, mais les règles fit tout ensemble pour vraiment amener une histoire, amener vraiment, c'est ça, un concept super plus poussé que justement Saboteur, puis j'avais été attirée par ce concept-là. Donc, quand j'ai entendu parler de Arkham Horror et qu'on me dit que c'était un jeu très compliqué, un jeu coop, puis là, je commençais à apprendre le coop plus, puis à me dire, c'est vraiment intéressant, j'aime ça. Puis, je me disais que le coop, par exemple, des fois, c'était trop facile. Peut-être que je gérais mal aussi la difficulté, par exemple, dans la pandémie. Puis là, on me disait dans Arkham Horror, c'est le genre de jeu où quand tu gagnes une partie, tu te dis, est-ce que c'est parce que j'ai vraiment gagné ou parce que j'ai fait une erreur dans les règles de jeu qui a fait en sorte que j'ai pu gagner? Donc, j'ai été intriguée et je me suis attaquée à Arkham Horror. C'est là que j'ai découvert aussi les vidéos règles. Donc, j'ai regardé des vidéos règles, des vidéos de partie, j'ai lu les règles. J'ai même essayé le jeu en solo pour être sûr que je comprenais avant de m'attaquer avec d'autres personnes à ce jeu-là. Et je suis vraiment tombée en amour avec l'univers de H.P. Lovecraft. Là, maintenant, dans ma collection, je pense que j'ai tous les jeux populaires, en fait, là, qui existent de H.P. Lovecraft. Mais bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Ensuite, Mhm. ensuite, parce que je suis quelqu'un qui aime les défis et c'est ça, qui va tout le temps en upgradant, il fallait que je trouve quelque chose de plus compliqué que Arkham Horror. Et c'est là que j'ai découvert Mage Knight, parce que j'avais pas encore de jeu d'aventure. Donc, Ah, j'ai... ce jeu. Ouais, puis là, on s'entend que je vous montre ça dans l'ordre, mais c'est l'ordre des jeux qui sont arrivés dans ma collection, là. Donc, j'en avais pas beaucoup d'autres en backup pour dire, OK, je suis vraiment rendue à ce niveau où je vais pouvoir apprécier dans toute sa splendeur Mage Knight, surtout le livre de règles qui est vraiment très costaud. Donc, encore une fois, là, j'avais découvert les vidéos règles avec Arkham Horror, fait que j'étais prête, j'ai écouté des vidéos, j'ai lu le livre de règles, je me suis préparée, j'ai même essayé encore une fois en solo le jeu pour essayer de voir si j'étais capable de jouer. C'est ce jeu-là qui m'a introduit étrangement au deck building parce que j'en connaissais pas avant aussi. Donc, c'est un drôle de jeu à choisir, j'en conviens, là. Dominion aurait peut-être été un peu plus sweet pour commencer, mais bref. Puis vraiment, encore une fois, j'avais été émerveillée du fait que les règles sont super complexes, mais que, encore une fois, elles sont complexes parce qu'il y a une belle profondeur dans toutes ces règles-là. Donc, j'avais trouvé ça super intéressant à apprendre, super intéressant à jouer. Puis, mis à part le fait que le jeu prenait énormément de temps, je pense que c'est ça qui nous a bloqués à un moment donné dans ce jeu-là, puis qu'on n'a plus eu envie d'aller plus loin, c'est que le jeu prenait vraiment beaucoup de temps, puis on commençait dans les jeux de société. Donc là, c'était quelque chose de dire, OK, bon, ben, on va s'asseoir pour 2, 3 heures, tu sais. Mais là, on commençait, on n'était pas très bon. Donc là, on avait ce qu'on appelle le analysis paralysis, parce qu'on essayait de faire le mieux possible. Et que là, une partie de Mage Knight qui prenait 6 heures à 2, c'était un gros investissement pour commencer. C'était pas le meilleur choix. Donc là, après ça, je me suis dit, je suis prête, je vais aller vers un niveau plus élevé de jeu parce que justement, là, je pense que. Puis j'aimais beaucoup la gestion de ressources, le placement d'ouvriers, tout ça. Là, je commençais à avoir un peu plus de jeux dans mon inventaire. Donc là, j'ai acheté Scythe parce que la boîte dans les Oh. magasins de jeux me faisait de l'œil. Je le trouvais vraiment beau puis intriguant. Le jeu, je comprenais pas trop c'était quoi.
Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit ouais, ouais, c'est comme un Catan, là, mais mélangé un peu avec un risque. Puis j'étais comme ah, ok, ça a de l'air étrange, essayons ça. Ça a été un. Fait que ça a été dans les premiers gros jeux aussi là, que j'ai eu à travers tout ça. Super belle expérience, le site étant, ouais, on pourrait dire, là, mettons qu'on vulgarise ça beaucoup, effectivement, peut-être qu'on peut dire un genre de Catan mélangé avec un risque, mais ça serait vulgarisé en tabarouette. Fait que c'est ça, fait que dans le site, en fait, c'est un jeu de contrôle de territoire, euh, mais pas tant, parce que c'est beaucoup plus un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources. Dans le jeu, tu essaies de réaliser des objectifs, tu en as 6. Donc, tu essaies de réaliser ces objectifs-là. Par exemple, d'augmenter ta popularité au maximum, d'augmenter ta force d'armée au maximum, ou de construire tous les bâtiments que tu peux construire dans le jeu. Ce genre de choses-là. Le premier qui réussit à remplir 6 objectifs, en fait, il faut que tu en remplisses 6, mais tu en as plus que 6 de disponibles, ben à ce moment-là, mets fin à la partie, puis on calcule les points de victoire. Donc, le jeu, oui, il y a une phase de confrontation, si on veut, là, un peu, mais c'est beaucoup plus un jeu qui s'apparente à une guerre froide qu'une guerre en tant que telle, parce que dans le jeu, tu peux gagner des points de victoire en attaquant les autres, mais 2 fois. Après ça, t'as plus du tout d'intérêt à aller attaquer les autres, là. Mis à part s'il y a quelque chose d'intéressant de leur côté, mais même à ça, souvent, ça rapporte beaucoup plus de te développer de ton côté que d'aller chercher la bataille. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par Scythe, parce que là, eux autres voulaient un gros jeu de Hmm. bataille, puis finalement, tu te rends compte que pas vraiment. Tu sais, le but, c'est vraiment plus de te développer de ton côté, faire tes choses, réaliser les objectifs. Et oui, si quelqu'un est dans ton chemin, tu peux l'attaquer, ça peut te donner des choses, mais c'est vraiment pas un jeu qui est orienté vers ça. Puis Scythe, qui originait de Kickstarter, parce que là, une fois que je l'ai eu, ben avant de l'avoir, je me suis renseignée beaucoup dessus. Puis c'est un peu comme ça que je suis tombée sur Kickstarter. Fait que c'est là que tout est basculé. Oh, ce fut le début de la fin. Ça fut le début de la fin pour moi. Mais Scythe, deux choses. Me fait découvrir les Kickstarter, me fait découvrir aussi que c'était vraiment agréable d'avoir un jeu. Me fait pas que c'est agréable, mais me fait rehausser mes standards pour les jeux de société. Donc, il est tellement beau, tellement bien produit, sans ajouter tous les petits ajouts que tu peux ajouter que finalement j'ai fini par faire, mais qu'au début j'avais pas. Ben, il est déjà vraiment extrêmement beau. Puis comparé à tous les jeux que j'avais avant, c'était le jeu le plus magnifique. J'étais comme, mon Dieu, des jeux qui se font comme ça. Puis là, Kickstarter, puis tout ça. Fait que c'est là que ça s'est emballé, puis que c'est ça, le début de la fin, comme elle se dit. Donc, après ça, j'ai backé mon premier Kickstarter à vie. Donc, le premier projet qui est The Seven Continent. Donc, Hmm. je commençais à faire partie des groupes Facebook de jeux de société. J'avais découvert ça un peu. Et là, comme Facebook a vu que je m'intéressais aux jeux de société, ben à un moment donné, il y a une annonce qui m'a popé avec, je pense, l'image du haut, justement, Seven Continent, Explore, Survive, You Are the Hero. Puis j'étais comme, c'est quoi ça? Tu sais, moi, le seul jeu d'aventure que j'avais, c'était Mage Knight. Là, je connaissais pas trop ça. Puis j'ai été sur la page du Kickstarter, je commence à lire ça. Je suis comme, mais ça a l'air vraiment trop fou comme principe de jeu. C'est unique, il n'en existe pas ailleurs. Puis en plus, là, j'ai lu la phrase qui me fait dépenser tellement d'argent depuis ce Kickstarter-là, qui est ce jeu ne sera disponible que sur Kickstarter. Dernière chance de l'avoir. Oh, quel beau coup de marketing. Et voilà, donc moi de faire, et c'est même pas vrai parce que maintenant il est disponible retail. En tout cas, mais, mais je ne regrette rien. Fait que c'est là que j'ai commencé, j'ai embarqué dans la campagne Kickstarter, je me suis renseignée parce que quand justement je commence à être intéressée à quelque chose, je me renseigne vraiment beaucoup. Donc là, je me renseigne comment ça fonctionne, les stretch goals. En plus, ils étaient généreux, la campagne allait bien. Ils se sont rendus jusqu'à 7 millions, les gars, là, même plus. Là. Fait que ça allait vraiment bien. Wow. Fait que là, je me suis renseignée sur le jeu intensément. Il y avait des cadeaux qui apparaissaient à tous les jours. J'étais comme, mais c'est merveilleux ce système-là, j'aime vraiment ça. C'est super excitant, tu es impliqué dans la création du jeu, tu peux donner tes commentaires, il y a plein d'informations. Puis là, en plus, à tous les jours, on t'envoie des cadeaux. Là, j'étais tout le temps, j'avais mon cellulaire avec moi tout le temps, tu sais, au travail. Puis là, j'avais une notification de Kickstarter, j'étais tout le temps déconcentrée. J'étais comme, c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'on a débloqué, là? Puis
Bref. Comment créer une dépendance? Et voilà, ça a bien fonctionné. Donc, ça a été le premier de plusieurs. Et là, j'arrête pas de parler de comment j'ai embarqué dans les Kickstarter. Je vous parle pas de Seven Continents. Je pense que la plupart des gens le connaissent, mais pour ceux qui le connaîtraient pas, une rapide présentation. C'est un jeu dont vous êtes le héros. Donc, c'est inspiré un peu des livres dont vous êtes le héros. Donc, vous vous souvenez les livres où, à la fin de la page, ça disait qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu rentres dans la chambre ou tu te sauves en courant? Si tu rentres dans la chambre, va à telle page. Si tu sauves en courant, va à telle page. C'est un peu la même chose, mais avec des cartes. Donc, l'histoire de Seven Continents, c'est que tu es un explorateur du 21e siècle, je crois. Et 20e, je sais pas. En tout cas, tu es un explorateur. Puis, tu as découvert un 7e continent. Et là, tu reviens de ton expédition et tu commences à avoir des cauchemars. Tout le monde se met à disparaître autour de toi, ceux qui ont été sur le continent avec toi. Et là, à un moment donné, tu t'endors et tu te réveilles sur le 7e continent. Donc là, tu te réveilles et tu as une malédiction qui t'afflige. Et là, il faut que tu essaies d'explorer le continent pour essayer de lever la malédiction qui pèse sur toi. Donc, dans le fond, c'est un jeu où tes figurines sont sur des cartes, sur la carte, plusieurs options. Et les options, ben, c'est des numéros de carte. Donc, selon ce que tu choisis, tu vas aller chercher la carte qui correspond. Et là, il y a un texte d'histoire. Puis, tu déposes la carte, ça peut modifier justement la map autour de toi. Ça peut être des monstres qui vont t'attaquer, ben, des animaux, surtout des animaux sauvages qui vont t'attaquer, des événements qui vont arriver. Bref, plein de choses. C'est un jeu qui prend, qu'une malédiction peut prendre de 9 à 18 heures à résoudre. Mais il sauvegarde, donc tu peux jouer pendant 1 heure, ça prend 5 secondes de sauvegarder, ça va prendre 5 secondes de le remettre sur la table. Bref, c'est un super bon jeu. Fait que je regrette pas pour un premier Kickstarter. Ça fait plus qu'un an que je l'ai reçu, là, fait que ça fait longtemps que je l'ai backé, là, je pense que c'était en 2017. Puis vraiment, j'ai jamais regretté mon choix. Là. C'est encore dans mon top 9 là, des jeux de société. Mhm. Donc, après ça, j'aimais beaucoup Mage Knight, le principe d'histoire, mais je voulais quelque chose de plus. Et là, quelqu'un me dit Gloomhaven, c'est comme Mage Knight, mais en Legacy. J'étais comme, ah ouais. Il y a des drôles de personnes qui me conseillent dans la vie. Ben oui, hein, c'est ça que je suis en train de me dire. Oui, c'est pour ça que j'ai décidé de conseiller les gens. Vous voyez, j'essaie de donner des meilleurs conseils. Mais j'en veux pas à la personne qui m'a conseillé Gloomhaven parce que là, j'ai découvert une mécanique de jeu puis un style de jeu qui me fait vraiment triper parce que j'ai Mhm. découvert le jeu d'aventure que j'avais un peu effleuré avec Mage Knight, mais on s'entend que c'est pas vraiment la même chose. Et surtout, un jeu de campagne et le système un peu legacy, quoi, que j'ai jamais déchiré une de mes cartes de Gloomhaven à vie et je pense pas que ça va arriver. Puis là, vraiment, d'avoir découvert ce jeu-là, j'ai vraiment passé des mois, des semaines où vraiment j'étais fascinée par le jeu. Euh, je pensais à ça tout le temps, là, tu sais, j'allais travailler puis je me disais quand est-ce que je vais rejouer à Gloomhaven, je veux voir qu'est-ce qui va se passer. Vraiment tripée sur le jeu. Maintenant, je vous dirais que je me suis un peu tannée, là. Il y a 90 scénarios, fait que je me suis pas rendue à la fin encore. Je désespère pas. Peut-être qu'un jour, je vais me relancer là-dedans. Maintenant, j'ai découvert les jeux d'aventure avec Gloomhaven. Maintenant, je me suis dirigée vers d'autres types de jeux d'aventure. Mais bref, ça a été mon introduction cet univers-là. Puis vraiment, j'ai vraiment trippé. Et c'est ça, tout ça pour dire que maintenant, 250 jeux plus tard, 29 Kickstarter soutenus pour l'instant, ça ne serait qu'augmenter prochainement. Fait que c'est ça. The struggle is real. Et on évolue en tant que joueur. Donc, vous voyez un peu ma collection. C'est pas ma collection complète. J'ai juste mis une image de ma bibliothèque, je vous dirais ma préférée. Là. De mes numéros 1. Mais bref, c'est ça, nos goûts évoluent. Puis si vous regardez dans les bibliothèques, là, je pense qu'on retrouve pas beaucoup des jeux avec lesquels j'ai commencé. On retrouve Scythe, mais Scythe, écoutez, c'est un coup de cœur à vie, là, ce jeu-là. Là. C'est impossible de m'en défaire. Mais bref, fait que c'est ça. C'était Wow, l'histoire puis de... j'aime bien. Ah, vas-y. Oui, bon, ben, c'était ça. Puis OK. Je- oui. J'allais dire, c'est intéressant. Excuse, parce que je viens de voir plus de 250 jeux et 29 Kickstarter soutenus. 29, t'es bientôt à 30, bientôt. Je le sais, mais j'ai back pas assez vite pour devenir. Là, je vais arrêter de partager mon écran. Hein. C'est ça que je cherchais. Attendez un petit peu.
Sophie qui gère tout comme une chef, là. J'essaie. Mais là, ah, et voilà, on est de retour sur l'écran. Merveilleux. Oui. Donc, c'est ça. J'ai pas encore ce qu'il faut, par exemple, pour être un super backer parce que j'en back pas assez par année. Mais là, à un moment donné, c'est le budget, les amis, là, qui manque, là. Ça commence. J'en doute pas, j'en doute pas. Mhm. Hein? OK, attends, là, l'écran est noir. OK, on est de retour, on est de retour. Oui, oui, on est là. Super. Ben, en fait, moi-même, je vais faire mon petit partage. Je suis pas malheureusement une backers. Je suis un petit peu trop. Je pense que je m'y connais pas assez en jeu ou je sais pas trop. Là, le stress, j'ai peur de faire des mauvais choix. Peut-être un jour, je vais être rendue là dans mon Wow. étape d'accomplissement. C'est cher Euh, sur le portefeuille. Entre autres. Mhm. Est-ce que tu peux partager mon écran? Je peux faire ça. Je... Merci. Attends, là, t'es dans une position étrange. Je Ton suis dans une écran est, position pa- écran. Ton écran est partagé, par contre, là. Mais il n'est pas Ah, plein écran. c'est moi qui ai oublié c'est moi qui ai oublié de la partager. Ouais. Bon, je viens de faire partage écran. Tu vois-tu? Oui, oui. C'est toi qui avais disparu dans le coin de l'écran, mais je te ramène, Elsa. Ah! Et voilà. OK, j'avais oublié de faire mon partage écran, ça va mal comme ça, mais et voilà. Bon. Fait que là, théoriquement, vous voyez jeu de développement. C'est ce que je voulais dire par là, ben, c'est jeu de mon développement. Dans ce sens, je vais faire un peu comme Sophie a dit, un historique un peu de comment mon identité de joueur s'est développée. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais vraiment mon identité de joueur par rapport au développement. Euh, j'ai commencé, disons, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup à. J'ai toujours aimé jouer. Quand j'étais jeune, j'adorais les jeux de société. Dans ce temps-là, c'était plus comme Clou, disons, puis Destin. Mais j'aimais les jeux de cartes aussi. J'ai toujours adoré. Puis j'adorais jouer au domino, puis euh, aux dames chinoises. Puis, bon, dernièrement, je dis dernièrement parce que ça remonte à peut-être 4 ans, c'est là que je suis rentrée un peu plus dans les mondes des communautés de joueurs de jeux de société. Puis, si on retourne un peu avec les étapes de joueurs, au départ, j'avais comme de l'incertitude. Jouer à un nouveau jeu de société, ça me stressait parce que j'étais comme, OK, je suis incompétente, je sais pas comment jouer, les autres savent jouer. Il y avait beaucoup de comparaisons sociales. Fait que j'aimais mieux les jeux coop. Encore aujourd'hui, je vais dire, je suis une joueuse de jeux coop. Mais au départ, c'est comme plus sécurisant pour moi comme nouveauté de commencer avec des jeux coop parce que tu peux observer les autres jouer, parce que c'est pas compétitif, parce que si tu rates de quoi, ben, il y a l'autre personne qui est là aussi. L'objectif des jeux coop est généralement commun. Donc, à travers ça, ça m'a permis de développer. On parlait justement le savoir, développer une connaissance, développer sa connaissance en tant que joueur. OK, moi comme joueur, qu'est-ce que j'arrive à intégrer? Là, je me suis rendu compte que comme joueur, je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime lire les règlements. Sophie a raconté qu'elle avait lu comme un livre de règlement de Mage Knight, là, genre 20 pages. Ben moi, j'ai Mage Knight chez moi, j'ai joué et c'est pas moi qui ai lu les règles. Je suis quelqu'un qui apprend beaucoup par l'observation. Donc, en tant que joueur, ce que j'ai compris, c'est que je suis un joueur qui va observer les autres joueurs, puis après ça, qui va le mettre en place. Donc, vraiment au niveau du savoir, mes connaissances en tant que telles, je nommais tout à l'heure, on peut développer des connaissances théoriques ou des connaissances par l'expérience. Moi, mes connaissances théoriques sont pas très élevées, mais j'aime bien mes connaissances par l'expérience. Donc, c'est pour ça que j'aime essayer différents jeux. Je suis quelqu'un qui va explorer l'univers des jeux, mais peut-être moins comme, c'est ça, lire un livre de 20 pages. Donc, bravo, Sophie. J'admire. Puis, je suis bien contente d'avoir Merci. rencontré Sophie dans ma vie parce que il faut des gens comme ça qui aiment lire et expliquer. Fait Merci, qu'Elsa Sophie. se sert de moi, vous l'aurez compris. En d'autres mots. Mais ça, on en a déjà parlé, tu le sais. Non, mais j'adore écouter Sophie expliquer. Je trouve qu'elle explique très, très bien. Puis je vous invite à écouter ses vidéos explicatives sur sa chaîne Mixdeal. Merci, merci.
Et voilà. Euh, donc, si je continue par rapport à ça, ce qui fait en sorte que c'est ça, au départ, j'ai plus exploré à travers les jeux coop. C'est à travers les jeux coop que j'ai commencé à développer ma maîtrise aussi des jeux. Donc, la maîtrise de comprendre. Il y a tout le temps un petit peu une dynamique dans le jeu, de comprendre. Dans le jeu coop aussi que tu n'as pas besoin d'avoir la comparaison sociale, c'est un travail d'équipe, il y a l'écoute, développer différentes habiletés, savoir-être à travers les jeux. Ce qui m'a mené à des jeux comme Mysterium au départ où c'est très collaboratif, c'est très Mysterium, c'est très léger, c'est plaisant. Bon, tu joues un médium, là, tu essaies de communiquer avec le fantôme. Ben, le fantôme communique avec toi à travers des images. Donc, des jeux comme Mysterium que j'ai vraiment, dans les jeux plus modernes, que je suis vraiment cliquée. À travers ça, je continue dans les jeux coop un peu plus, avec un challenge un peu plus différent, un peu plus de difficulté, puis un peu plus d'individualité. Par exemple, Aeon Zen, que j'avais adoré, que j'avais joué dans au bénévole ludique. Oui, c'est ça, l'événement, bénévole ludique, en 2019. Puis, plus en équipe. Donc, j'avais joué en équipe. Puis, ce que j'avais trouvé intéressant à travers ce jeu, c'est qu'il y a un peu plus de challenge. C'est un jeu qui est quand même difficile de gagner. Puis, j'avais développé d'autres habiletés au niveau du savoir-être puis au niveau du savoir-faire. L'aspect un peu plus compétitif qui est ressorti ici, comme il faut battre le méchant. Il faut arriver à le détruire. Puis, j'ai rejoué à ce jeu-là en mode un peu plus solo. Puis, je me rends compte que j'aimais moins. Fait qu'à travers ça, je me suis rendu compte en essayant des jeux coop et solo que certains jeux que j'aime en mode solo, plus des jeux comme d'énigmes qui vont me demander, vraiment me focusser, qui vont me demander de me concentrer, genre unlock, mais des jeux de style tu dois combattre un monstre, c'est vraiment quelque chose que j'aime en équipe. Fait que pour moi, exemple, le travail d'équipe, sentiment d'appartenance, je vais beaucoup le chercher à travers les jeux coop. Tandis que l'estime de soi et la valorisation, je vais beaucoup plus le chercher dans les jeux solo. Donc, je me suis comme découvert à travers expérimenter différents styles de jeu. Euh, Sophie parlait de Gloomhaven. Dernièrement, on a essayé Gloomhaven, puis petite coche au-dessus parce que dans ce jeu, justement, c'est coop, mais en même temps, tu as chacun aussi ton objectif final. Fait que c'est là que j'ai encore une coche au-dessus un peu plus l'aspect coop, oui, travail d'équipe, mais en même temps, le combat. Donc, il faut détruire les monstres. Puis le but, c'est vraiment de te mettre le plus fort possible pour aller détruire, upgrader ton personnage. Puis à travers ton personnage, il y a comme un sentiment d'appartenance, puis un sentiment d'identité, de complicité, on va dire, qui se crée avec ton propre personnage. Puis à travers ça, c'est très valorisant de jouer. Tu sais, tu achètes une nouvelle hache à ton barbare, puis puis après ça, genre, tu y achètes des bottes qui lui permettent d'être plus rapide. Puis après ça, ben, bref, tout ce comment t'upgrades ton personnage en même temps, c'est comme si tu t'upgradais toi-même. Puis au niveau de l'estime de soi, c'est un jeu qui est super valorisant, je trouve. Puis qui m'a permis encore plus de développer ma confiance en moi, puis de développer mon côté, encore une fois, un peu plus compétitif. Tu sais, de me permettre de dire, ben oui, je peux jouer un jeu un peu plus compétitif. Puis ce qui m'amène dans mon cheminement, à avoir essayé BattleCon. Je le nomme souvent un peu ce jeu-là parce que c'est un jeu que quand on me l'a expliqué, j'ai fait comme non. J'aime les jeux vidéo de combat, mais j'aime jouer avec quelqu'un du même niveau que moi, donc qui n'a pas tant d'expérience. Puis, je dois avouer que souvent, je fais du button smashing. Donc, je suis un petit peu désagréable à ce niveau-là. Puis, le concept de jeu de BattleCon est dans le même concept de jeu de combat. C'est du 1 contre 1, t'avances, puis tu essaies d'attaquer, puis tu as différentes comme, tactiques. Puis la manière que le jeu est fait, j'ai trouvé ça, la première fois que j'ai joué, j'ai trouvé que c'était extrêmement frustrant. Parce que la marge de manœuvre et d'erreur est comme très, très faible. C'est genre, tu joues mal, puis t'es faite. Fait que tu peux pas comme, c'est pas un jeu très compréhensif qui te laisse beaucoup de chance. Donc, en jouant ce jeu-là, au départ, j'avais trouvé très difficile au niveau de l'estime de soi puis au niveau émotionnel parce que c'est extrêmement compétitif. C'est pas un... Oui, tu as un personnage qui joue puis il y a des aptitudes, mais derrière ça, c'est vraiment toi. C'est toi qui dois établir ta stratégie, c'est toi qui dois prévoir à long terme. Donc, c'est très difficile, si, exemple, tu perds, de dire « Ah, ben, tu sais, c'est le hasard, wow. » Non, non, si tu perds, c'est que tu as mal fait ta stratégie.
Puis là, ce qui m'a fait rendre compte que j'avais beaucoup grandi en tant que joueur, dans mon identité de joueur, c'est que j'ai été capable de jouer une deuxième fois, une troisième fois, puis j'ai été capable d'aimer ça. J'ai même été capable de trouver ça valorisant comme jeu parce que je me suis dit, OK, au lieu de le voir comme un échec, faire comme, ah, c'est difficile, j'aime pas ça, comme le senti au départ, j'en suis arrivée à dire, OK, ben écoute, oui, j'ai pas réussi, mais j'ai pas réussi à cause de telle chose. Puis là, la prochaine fois, je vais apprendre que la telle chose que j'ai faite, je suis capable de ne pas le reproduire. Puis c'est là que je suis embarquée un peu plus dans une courbe d'apprentissage, puis une courbe valorisante. Puis je me suis rendu compte, oui, OK, pour moi, qui à la base, l'intérêt des jeux, c'était de socialiser, puis de rencontrer des gens, ben, j'en suis arrivée, dans mon identité de joueur, à être capable de jouer à des jeux compétitifs et des jeux de combat, puis à en ressentir du plaisir. Donc, c'est vraiment ça, à travers ma courbe, dans les 4 dernières années, qui m'a fait rendre compte de mon évolution en tant que joueur. J'aime toujours plus les jeux coop, parce que c'est quand même mon élément central. Quand je joue à des jeux de société, c'est pour lâcher prise sur ma semaine, lâcher prise sur le travail, c'est vraiment être dans le plaisir. Mais je me suis rendu compte que j'avais un petit côté valorisant dans le côté compétitif que j'ai réussi à aller chercher puis à développer dans les jeux de société. Puis ça, j'ai trouvé ça très intéressant dans le développement de mon identité de joueur. Une autre petite chose, pas tant en lien avec les jeux de société ici, mais qu'on parlait tout à l'heure, Sophie puis moi, puis je trouve que c'est intéressant de le mentionner, c'est le développement de soi, mais qui s'est transposé à travers les jeux de société. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la pyramide de Maslow, comme je le mets tout à l'heure, j'en suis arrivée à une étape où j'étais au doctorat en psychologie. Là, en ce moment, j'ai presque terminé. Mais une fois que l'estime de soi s'est créée puis qu'elle a été solidifiée, je dirais dans les 2 dernières années, le projet, exemple, du blog Ludipsy, qui est ici, mon blog Ludipsy, c'est un projet que j'ai en tête depuis la maîtrise. Donc, ça fait comme un 5, 6, oh mon Dieu, le temps passe vite. Ça fait un 6-7 ans que j'ai ce projet-là en tête, mais je me sentais pas encore prête à être dans l'accomplissement, dans l'actualisation de soi. J'étais encore dans la création du sentiment d'appartenance puis de l'estime de soi. Sentiment d'appartenance parce que j'avais l'impression d'être la seule à voir un peu les choses de cette manière-là en psychologie. Puis à ce moment-là, j'étais à la maîtrise en communication, mais je voulais comme intégrer différents intérêts ensemble, mais mes intérêts n'étaient pas encore assez solidifiés, j'avais pas encore le sentiment d'appartenance. Puis en arrivant au doctorat, sentiment d'appartenance à la psychologie, en créant des réseaux de contacts dans le domaine des jeux de société, j'ai comme solidifié ces groupes-là d'appartenance. Puis graduellement, j'ai développé une estime de moi en psychologie depuis que je travaille en milieu clinique, donc depuis 2 ans, depuis que je pratique, puis je me rends compte que j'adore ça. Puis en jouant à des jeux de société, en essayant différents styles de jeux de société, puis que je me rends compte que c'est des communautés géniales, les joueurs de jeux de société, ou les jeux de rôle, ou même les jeux vidéo, tout ça. Tous les joueurs, c'est une communauté géniale. Puis, à travers ça, mon estime de soi a grandi et j'en suis venue dernièrement à avoir atteint l'étape numéro 5, qui est l'accomplissement de soi. Puis c'est ça, cette étape-là, qui m'a permis de créer le blog Ludipsy, de créer des collaborations avec Sophie Mixdeal, de mettre en place des projets, d'aller chercher des collaborateurs, comme dans les différents podcasts que j'ai faits, donc avec collaborateurs en psychologie, dans le domaine des jeux de société, des partages de joueurs. C'est vraiment parce que j'ai réussi à passer à l'étape supérieure, puis à être vraiment dans la création. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, puis ça demande d'être à l'écoute de soi aussi. Peut-être que j'aurais pu partir ce projet-là il y a 7 ans de ça, mais j'aurais pas été prête non plus, donc ça n'aurait pas été de la même manière. Puis aujourd'hui, j'y vais, puis quand tu es dans l'actualisation de soi, c'est important aussi de revenir quand même dans l'introspection puis d'évaluer. Tu sais, je le mets tout à l'heure, c'est un objectif, puis on est sur le chemin qui mène à cet objectif-là. C'est pas de foncer de tête baissée sans voir le reste, c'est de prendre le temps à chaque pas qu'on fait aussi, d'évaluer où est-ce qu'on en est rendu. Puis ça arrive des moments, depuis que j'ai parti ce projet-là, il y a des moments où je suis comme, OK, c'est beaucoup de travail, puis genre, je suis comme tannée.
Mais, tu sais, c'est de voir justement ces moments-là, ben, OK, je prends une petite pause, puis je m'enlève de mon ordi, je vais prendre une marche. Puis il y a d'autres moments où C'est important de faire comme ça. dernièrement, c'est important, effectivement. Puis il y a des moments où, ben, euh, j'en suis en fait à me dire, ben, OK, non, là, j'ai encore plein d'idées, puis là, wow, je suis en plein dans l'accomplissement de soi, j'ai plein d'idées, ça bouille dans ma tête, puis bref. C'est là que je mets d'autres projets en place, puis que je continue à être dans l'actualisation de soi. Puis l'étape d'actualisation de soi, en fait, c'est à l'infini. Tu sais, l'actualisation de soi, ça peut être un jour de mettre fin à ce projet-là, puis de partir à autre chose, ou ça peut être de continuer ça, puis de continuer à le grandir, ce projet-là. Mais je trouve ça intéressant et très motivant parce que Sophie et moi, on en parlait tout à l'heure. Puis les projets comme El Mixed Deal, puis de mon côté, Ludipsy, ben, c'est qu'on a réussi, à travers chacun de nos expériences de vie, à atteindre l'accomplissement. Puis on est fiers de pouvoir partager cet accomplissement-là avec vous. Puis peut-être même de vous inspirer, vous aussi, si vous êtes rendu à cette étape-là, de mettre en place des choses, parce que c'est extrêmement valorisant. C'est dans l'accomplissement de soi, c'est là qu'on se crée, on sert de nos forces, on développe des nouvelles compétences. Je disais à Sophie tout à l'heure, ben, euh, l'editing audio, par exemple, ou genre, tu sais, concevoir des petites images, c'est des trucs que j'aurais pas fait avant, mais que là, dans le contexte de ce projet-là, qui est mon objectif, ben, dans le cheminement, ben, j'ai créé des nouvelles compétences, puis j'ai développé des compétences que j'avais déjà jusqu'à être capable de faire ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, c'est ça. Je pense que Sophie aussi, je te voulais faire peut-être un partage. Est-ce que je te laisse la parole? Ben, ça va, en fait. Ça va? Oui, Super. mais en fait, je vois que le temps, en fait, est un peu écoulé. Oui, OK, Donc, parfait. on va pouvoir, en fait, partager un peu qu'est-ce qui est à venir avec nos chaînes, notre travail qu'on fait à tous les jours, justement, là, Mhm. pour tout ça. Donc, du côté de Mixed Deal, cette semaine, en fait, on clôt la série de Terraforming Mars. Donc, avec la dernière vidéo où je vous donne mon opinion sur chacune des extensions et mon classement aussi, surtout. Vendredi, comme j'ai mentionné, on a une podcast, moi, Elsa et David de Professeur Board Game, sur notre top 5 des jeux coop. Et sinon, cette semaine également, je pars à une nouvelle émission live qui va s'appeler Au premier regard et qui va être en fait une présentation de mes nouvelles acquisitions. Donc, à chaque semaine, je vous présente un jeu que j'ai acquis récemment, que j'ai joué peut-être 2, 3 parties maximum et je vous donne mes premières impressions du jeu, ce que j'en pense et si je l'aime ou pas et pourquoi. Et en même temps, ça me permet aussi de vous parler de certaines actualités dans le monde des jeux que je trouve intéressantes qui s'est passé dans la dernière semaine et de vous parler, comme cette semaine, d'un nouveau projet, donc d'avoir des exclusivités sur les nouveautés qui vont arriver prochainement avec Mixtape. De ton côté, Elsa? Mhm. Oui, bien en fait, de mon côté, lundi prochain, je vais publier finalement la podcast que j'ai fait avec Jean Massu sur les Wargames. Il y a eu un petit délai pour l'éditing, mais ça va être publié lundi prochain. Également, il y a la publication d'un article collaboratif avec Claude, qui est de nos membres collaboratifs de Ludipsy, qui publie à chaque 2 semaines un article sur les jeux à distance qu'elle met en pratique dans le fond dans son travail auprès de personnes avec TSA. Et également, il va y avoir la publication du podcast collaboratif que j'ai fait avec David Couteau, alias Professeur Board Game, sur, dans le fond, il nous partage son expérience avec la santé physique, avec la maladie qu'il a. Puis, on discute en fait de tout ce qui est santé mentale et jeux de société. Donc, c'est une très belle discussion qu'on a eue, un très beau partage qu'on vous invite à écouter. Sinon, dans les prochaines semaines, mais c'est sûr, avec Ludo TV et Mix Deal, on va C'est vrai? faire d'autres lives collaboratifs. Ben Je oui. pense que ça va être les samedis à peu près à la même heure. Mhm. Euh, et ben c'est ça, ben, je participe avec Sophie pour son podcast sur les top 5 de jeux collaboratifs que j'ai bien hâte de faire et Oui. de vous présenter. Ça va être une grosse semaine, ça.
Une belle semaine, Une hein? Oui, belle c'est ça. semaine. Et voilà. Super. Bon. Donc, en fait, merci à tous de nous avoir Mhm. écoutés ou à ceux qui vont nous écouter. C'est un plaisir de collaborer avec vous à chaque semaine puis de préparer ça pour vous. Oui. Donc, en fait, je vous invite, bien sûr, à suivre la chaîne et la page YouTube et Facebook de Mixdeal et la page Facebook de Ludipsy Mhm. ainsi que le blog que je vais mettre en lien après. Puis, dans le fond, je souhaitais de passer une belle journée, une belle après-midi ou une belle soirée à tous. À la prochaine. Bye bye!